Oui. On a dit qu'on faisait des intros comme un ninja, on fait des intros comme un ninja. Et d'ailleurs, on fait même des intros comme un ninja ZX10R. La sportive de Kawasaki est aujourd'hui sous les spotlights avec une très légère différence, vous allez voir. Bon, nous revoilà. Dans la voiture. Non, nous revoilà avec des chevaux, beaucoup de chevaux. J'adore ces petits animaux qui gambadent et qui vous donnent envie de... Désolé, je vais essayer de rester calme aujourd'hui, mais ce truc-là est pas calme du tout. On va encore remercier nos copains de chez Espace Murite qui nous ont prêté ça. Ils nous prêtent tout, vraiment tout, et en ça, ils sont vraiment très gentils. Donc s'il vous plaît, vous allez les voir, ils sont à Châtillon, ils sont très cool. Une KTM 890 Ducaire un peu personnalisée, c'est pour vous. Une Ducati Panigale noir et or, c'est pour vous. Une ZX10R avec un guidon droit, c'est pour... Je sais pas si c'est une bonne idée. Bref, allez les voir, ils sont cool. Donc, comme je disais, ce machin n'est pas calme du tout. En réalité, c'est un des véhicules à deux roues les plus énervés qu'un humain puisse posséder aujourd'hui. Et il vient d'une longue tradition. Vous avez envie de savoir, pas vrai? Pas vrai? Parfait. La Kawasaki ZX10R est une des sportives les plus anciennes, dans le sens où le premier modèle est apparu en 2004 pour remplacer la ZX9R. Et à l'époque, l'écart de puissance était débile. Imaginez. Vous êtes en 2003, vous avez 152 chevaux, ce qui est déjà assez au passage pour se sentir un peu bizarre après une balade. Et l'année d'après, vous en avez 32 de plus. À l'époque, personne ne conduisait ce machin avec le ventre plein. Personne. La ZX10R est une des motos les plus légendaires qui soit. Et elle a gagné tellement de titres au long des années. MotoGP, WSBK, EWC, y a pas une seule catégorie que ce machin n'est pas détruit. Et cette moto, elle a profité du fait qu'elle existe depuis maintenant plus de 16 ans pour prendre son temps. Chaque année, pas de révolution, mais juste de petites évolutions. On perd un petit peu de poids, on gagne un petit peu de chevaux, on met un petit peu d'électronique, avec toute la discrétion propre à un bon ninja. Et aujourd'hui, la ZX10R est un monstre. Une pure machine de circuit qui vous offre ce qu'il y a de mieux, mais qui jette aussi à la poubelle toute forme de compromis pour offrir l'expérience de pilotage ultime. On peut m'expliquer dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis un guidon droit là-dessus? Essayons de savoir. Bon bah écoutez, j'ai un peu une mission là. Il faut que je vous présente cette ZX10R bien évidemment, mais il faut aussi que je réussisse à comprendre c'est quoi ce truc qu'on a en face de nous aujourd'hui. Parce que, au cas où vous l'auriez pas remarqué, cette ZX10R n'est pas une machine standard. En réalité, il y a une seule différence, mais elle est de taille et on y viendra dans quelques instants. Tout d'abord, le look. Cette machine est super agressive. J'aime bien le style, même si ce type de verre n'est pas ce qui me séduit le plus, mais on peut pas dénier que c'est vraiment une bécane avec un look ultra sportif. En plus, c'est un modèle 2020, donc elle a la livrée KRT, exactement comme la moto de Mathilde. Donc quand on les met côte à côte, on peut pas les distinguer. Ouais, je suis peut-être allé un petit peu loin là. En tout cas, j'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires sur cette couleur spécifique. Est-ce que vous préférez plutôt les livrées plus sobres de chez Kawasaki ou est-ce qu'au contraire, cette couleur anniversaire vous fait un peu de l'œil? Parlons de ce petit moteur. Ceci est un des moteurs les plus puissants de la production moto. En réalité, si on se parle juste des machines produites en série, à mon avis, il est facilement dans le top 10. 203 chevaux et même 213 chevaux avec l'air forcé, dans un 4 en ligne absolument démoniaque qui prend 14 000 tours minute. Ce machin crie plus fort que moi quand j'ai vu la nouvelle Hayabusa et croyez-moi, c'est pas peu dire. Je vous montrerai ça tout à l'heure, vous allez comprendre par vous-même. Le châssis est une double poutre en aluminium. Je suis désolé, ma voix est en train de partir je ne sais où.
Un châssis donc double poutre en aluminium comme je le disais, ce qui pourrait paraître presque classique hein, vous allez me dire, mais croyez-moi ça a déjà prouvé son efficacité à maintes reprises et maintenant on va bien évidemment pouvoir parler de cette fameuse différence. Comme vous pouvez le voir, cette machine n'a pas de demi-bracelet. En effet, il s'agit bien d'un guidon droit tout simplement qui a été mis là pour remplacer l'élément d'origine. Vous allez voir, ça va apporter son lot de changements et je vous propose qu'on en discute de certains tout de suite dans la partie position de conduite. Bon, cette position, on en pense quoi? Déjà, je suis pas bien assis, hein, ça je vous le dis tout de suite. La selle est d'une dureté. J'ai mal au cul et je peux vous le garantir, faire des longs voyages avec cette machine-là, c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc, on va parler maintenant de ce guidon droit. En effet, vous le voyez, mon dos est bien plus droit que sur une Hypersport traditionnelle et on pourrait penser que c'est une bonne idée. Sauf que la position des jambes, elle, ne change pas du tout. Et donc j'ai mes pieds qui sont super hauts et vers l'arrière, ce qui donne vraiment une position de conduite assez bizarre à cette machine-là. Effectivement, j'ai moins mal au poignet, j'ai moins mal au dos, mais le compromis est vraiment super étrange, je peux vous l'assurer. Pourquoi est-ce que le précédent propriétaire a fait ça? Eh ben, on va essayer de le comprendre pendant la partie dynamique. La hauteur de selle est de 835 mm, ce qui est assez haut. Néanmoins, elle est quand même assez fine, ce qui devrait permettre à des pilotes un peu plus petits d'avoir la pointe de leurs pieds qui touche bien le sol. Bon, comme vous avez pu le voir, cette ZX10R a une position de conduite qui est vraiment spéciale et on va vraiment l'illustrer encore un petit peu plus dans la partie dynamique. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le réservoir fait 17 litres, donc on va dire 200 km avant d'atteindre la réserve. On est sur des consos à 7 litres, 7 litres 5 à peu près. Et la machine est légère, même si c'est pas du tout l'Hypersport la plus légère qui soit. Elle fait 206 kg, mais elle se manie quand même très bien, elle reste agile et très efficace, vous le verrez un petit peu plus tard. Là ici on arrive sur du très sérieux mesdames et messieurs, puisque ceci est une fourche pressurisée, soit un élément extrêmement rare encore même dans le monde des hypersports. Ça a tendance à se démocratiser ces dernières années et en gros en fait l'amortissement de la moto est déporté sur cette petite fourche, ce petit tube qui permet du coup d'améliorer sensiblement toute la stabilité lors de l'amortissement, lors de l'inclinaison, lors de l'accélération. C'est du matos de très haute volée. Pareil ici, les étriers c'est du M50 Brembo. Bon, moi j'aurais bien aimé avoir du Stylema, mais croyez-moi ça freine très bien, d'autant que c'est épaulé par des petites durites aviation, donc ça c'est très bien aussi. Amortissement arrière, on est aussi sur du full ajustable hein, pour pouvoir vraiment régler la machine à votre envie. Et finalement, on va parler des choses qui fâchent. Alors, ce tableau de bord, moi j'ai pas peur de le dire, c'est une honte. Kawasaki devrait avoir honte de faire un tableau de bord comme ça en 2020. Le contour, il est visible, hein, c'est un bar graphe gigantesque, mais les infos en dessous, mais mon Dieu, le tableau de bord, il est presque plus moche que celui de la Nikon. Il faut vraiment le faire quoi. Et puis bon, je sais pas si vous avez vu, hein, mais je vous le montrerai pendant la conduite. Ça, ce câble là de l'embrayage gêne la visibilité, on ne voit pas la vitesse. Donc clairement, là pour le coup, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus propre et Kawasaki se sont un peu foirés. Au niveau de la technologie, la ZX10R est bien évidemment équipée de toutes les assistances dont vous pourriez rêver ou vouloir. Contrôle de traction, ABS, cornering, wheeling control, contrôle du frein moteur, il y a absolument tout sur cette machine, ne vous en faites pas, ça c'est du tout bon. Il s'agit d'une version performance, donc équipée d'un petit pot Akrapovic et j'ai très envie de l'entendre chanter. Le son est pas aussi fort que ce que j'aurais imaginé, mais néanmoins si on tourne la poignée, ça a l'air quand même un petit peu énervé ce machin, et ce que je vous propose c'est qu'on aille vérifier tout de suite si c'est le cas ou pas sur la partie dynamique. Alors, un essai de ZX10R, c'est une bonne idée, non? Ouais, effectivement, ça a l'air d'être une bonne idée. Je vais peut-être arrêter ces conneries, moi, parce que je deviens trop vieux pour ça. Donc, cette machine, on va en parler sur une première partie ville avec des aspects pratiques, bien évidemment. Et la première chose dont on va parler, bien évidemment, c'est la position de conduite. Donc, cette machine est ce qu'on appelle une version street d'une Hypersport, c'est-à-dire en fait un guidon droit qui lui a été mis plutôt que des demi-guidons. Donc, comme vous le voyez, la bulle, elle a été retaillée ici pour pouvoir en fait avoir la possibilité de tourner en fait le guidon sans que ça tape directement sur la bulle. Et effectivement,
Cette position est un petit peu étrange dans le sens où je suis bien droit, hein, donc j'ai une bonne position qui me fait pas mal et qui me donne une certaine manipulation de la moto, un certain degré de facilité de manipulation sur cette machine. Le bras de levier est très très bon, mais néanmoins par rapport à la position des jambes qui sont très hautes, très relevées, ça donne quelque chose d'un petit peu bizarre et d'un peu hybride. Je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense que lors de la manipulation naturelle d'une hypersport, à savoir du pilotage, je pense que les demi-guidons sont quand même plus agréables et plus intuitifs à utiliser. Néanmoins, c'est vrai que du coup, ça fait un hybride un petit peu rigolo parce que on peut se permettre d'utiliser une hypersport dans un cadre d'utilisation urbaine sans avoir mal ni au poignet ni au dos. Donc pourquoi pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes font ce genre de modification plutôt que d'acheter directement un roadster dérivé d'une hypersport? Soit ils adorent le comportement d'une hypersport, c'est-à-dire les moteurs qui prennent des dizaines de milliers de tours minute et qui en même temps ils veulent avoir un certain confort, hein, ça existe, il y a des personnes comme ça, ou qui peuvent pas pour des raisons médicales conduire des hypersports. Ou alors c'est aussi pour favoriser le stunt et les wheelies, parce que quand vous avez un guidon droit comme ça, lorsque vous accélérez, le poids étant vers l'arrière, la machine va avoir tendance à délester. Alors je sais pas si l'argument est tout à fait valide quand on est en train de se parler d'une machine qui fait 200 chevaux, parce qu'à mon avis ça doit déjà lever suffisamment bien, mais bon, que voulez-vous. Donc en termes de manipulation et de facilité de déplacement, la machine se manie hyper bien, hein. Les 206 kg sont vraiment oubliés et on croirait vraiment qu'elle est bien plus légère que ça. Franchement, ça se manie vraiment super bien, elle va vraiment où on veut, donc ça c'est assez génial. L'ergonomie globale, en fait, j'ai pas grand chose à en dire, c'est de la Kawasaki. Alors par contre, ces boutons là Select qui existent aussi sur la ZZR 1400 d'Antoine, je les trouve pas du tout intuitifs parce qu'en fait il faut vraiment appuyer fort, ils sont pas très ergonomiques. Bon, après on n'a pas de warning, hein, on n'a pas de jauge à essence, c'est vraiment une pure machine de circuit, donc Kawasaki, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, n'homologuez pas ces motos, ça sert à rien, hein, pour le coup, là je suis désolé, ça fait vraiment partie des choses que moi je n'arrive pas à défendre. Pourquoi ne pas mettre tout simplement un petit warning? C'est pas quelque chose de difficile à programmer, ça rend la machine plus sécuritaire à l'usage et un petit peu plus commode pour une utilisation du quotidien. Donc bon, les vitesses se passent bien sur la moto, le point mort est un petit peu dur à trouver, mais sinon globalement ça passe bien. On a un quick shifter up and down qui marche merveilleusement bien aussi, j'ai vraiment aucune plainte à faire dessus, il est très très bon. Et concernant les rétroviseurs, la visibilité n'est pas mauvaise, ils sont même assez ajustables, mais je pense qu'à la base ils sont vraiment pensés pour une position hyper sport. Et là vous voyez, on voit le guidon dedans, mais parce qu'en fait les demi-guidons sont pas plus bas, là on est sur quelque chose de surélevé, donc on voit les demi-guidons, mais je pense qu'en temps normal, enfin le guidon, mais en temps normal je pense pas que ce soit un problème. Ma petite route que j'aime bien emprunter, dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien cette route dans les commentaires, parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent depuis quelques épisodes. Moi je l'aime bien, ça va vers la vallée de Chevreuse, c'est un coin qui est assez cool, assez calme, ça permet un petit peu d'avoir à la fois de la ville et de la route. Bref, je divague, je retourne à l'essai. Ça là, ce machin là, ça là, pourquoi il y a ça? Pourquoi vous avez fait ça? En 2020 sur une bécane qui vaut 19 000 €, pourquoi vous avez mis un tableau de bord comme ça? Non mais, Ducati faisait déjà de l'écran TFT en 2015 quoi. Bon, ça c'est vraiment le point noir de cette machine. Je trouve que cet écran de bord il est dégueulasse et il donne à cette moto, je sais pas, 10 ans de plus que ce qu'elle n'a vraiment. Les informations sont relativement lisibles, en tout cas le contour lui, c'est vraiment l'expérience racing, circuit par excellence, c'est-à-dire que vous voyez en fait le bar graph monter. Mais au final, en fait, c'est quand même dommage parce que je suis sûr et certain qu'un bel écran TFT aurait pu faire la différence. Et ça m'aurait pas dérangé, moi, personnellement, de payer 500 € de plus sur cette moto et d'avoir un vrai bel écran TFT pour agrémenter, en fait, l'ensemble de la machine. Concernant la consommation de la ZX10R, on est environ à 7 litres, 7 litres 5 au 100. Hein, donc, on va chercher les 200-220 km d'autonomie à peu près avant vraiment de taper le fond de la réserve, qui est en ligne, hein, finalement, comme le 4 cylindres. Avec la moyenne constatée sur cette taille de moteur là. Mais je trouve quand même que ça fait toujours bizarre quand on se dit ce moteur fait 200 chevaux et pourtant il consomme aussi peu, puisque 200 chevaux c'est quand même gigantesque. 213 c'est gigantesque et pourtant voilà. L'agrément moteur est très très bon en ville, hein. C'est un moteur qui se laisse emmener très très bien. En plus bon, c'est du moteur Kawa hyper sport, c'est très creux en bas, donc en fait vous n'allez pas du tout vous faire peur en tirant la poignée. Là je suis en full avec le contrôle de traction à 2 et franchement il y a vraiment pas de quoi se faire peur. Donc en ville oui ça s'emmène bien. Ça s'emmène bien, ça y a pas de souci, franchement aucun problème à ce niveau là. Chauffe moteur, ça chauffe un peu quand même et ça monte vite en température, donc ça il faut en être conscient parce que là il fait pas non plus super chaud et pourtant je le sens, hein, ça monte très rapidement dès lors que la moto est un peu à l'arrêt, ça monte très vite, donc bon là faut vraiment se faire un
peu violence à ce niveau-là. Et finalement, eh bien, concernant la conduite passager, j'ai emmené Mathilde, je l'ai supplié de venir avec moi parce que vraiment elle avait l'air un peu réticente à l'idée, et il s'est avéré qu'elle avait tout à fait raison. Cette machine est insupportable en duo, c'est vraiment le genre de moto que vous emmenez sur 5-10 km avec quelqu'un. C'est une machine d'égoïste qui est faite pour rouler tout seul, c'est une bécane de circuit hein, tout simplement, donc réservez-la pour vos usages solo ou pour dépanner quelqu'un qui vraiment vous aime beaucoup. Donc voilà, fin de cette petite partie ville sur la ZX10R version street. C'était pas ce qui nous intéressait le plus, ça permet de dégrossir un peu le tableau et de se dire que c'est une machine qui est vraiment pas pensée pour ça. On peut l'emmener avec ce guidon droit, c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus vivable au quotidien. Néanmoins, ça reste quand même une bécane qui est pensée pour une seule chose, attaquer furieusement. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Allez, on est parti, croyez-moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de taper dans ce machin, bordel. Qu'est-ce que ça tape? Écoutez-moi ça. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que ça gueule, c'est incroyable. Ce 4 cylindres en ligne est tellement énervé. Oh là 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 là, ça hurle, c'est vraiment pas mon genre de bécane. Je suis pas un fan des machines qui vont chercher leur comportement dans le haut des tours. Mais qu'est-ce que ça hurle, bordel! En fait, c'est simple, vous pensez que vous êtes tout en haut du contour, mais vous êtes qu'à la moitié! Écoutez-moi ça! Mon Dieu, ce que ça hurle! Ce que ça hurle! Écoutez ça! Oh là 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 là! Et le freinage! Les M50 font un travail formidable. Oh, vraiment, le comportement de ce moteur est vraiment ultra creux, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est vraiment un moteur qui ne s'exprime que dans les tours. Mais Dieu que c'est bon, c'est ultra jouissif. C'est vraiment super agréable. Moi qui ne suis pas un grand fan de ce type de comportement moteur, parce que vraiment pour le coup c'est pas ma tasse de thé, les machines ultra pointues, mais j'avoue que de temps en temps ça fait plaisir d'aller taquiner les dernières rotations, pardon, j'en perds mon latin. Allez, c'est reparti. Oh là là. Oh là 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 là. Et alors ce qui est drôle en fait, c'est que si vous vous mettez à 6000, il y a un régime à 6000, 7000, où quand vous lui tapez dedans, elle réagit pas en fait, il y a une espèce de trou. Vraiment, la puissance en fait s'effondre et après repart avec une vivacité, une vigueur. Bon, la suspension et le châssis, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est d'une précision qui est absolument folle. C'est vraiment hyper bon. Le M50 enterre la moto comme il faut, mais par contre avec un beau degré de progressivité. J'aime bien ça. On sent pas ce côté j'appuie et pof, ça s'enterre. Non, il y a une sorte de progressivité. Il faut vraiment appuyer sur les freins pour sentir la moto s'enterrer, et moi j'aime bien ça. Ah, nous revoici à gommer la ville, gommer, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ici que on passe à chaque fois lors de nos petits tours, et l'échappement en fait ne fait pas tant de bruit que ça. C'est ça qui est assez étonnant, ça le libère un petit peu, ça le rend un petit peu plus sympathique, mais ça ne fait pas un bruit infernal pour autant. C'est vraiment une de ces rares machines qui me donne tout le temps envie de redescendre en seconde pour tirer dedans, c'est assez jouissif. Non, pour le coup ce moteur il est vraiment fun, il est vraiment amusant, et bon, il faut bien évidemment faire extrêmement attention, hein. C'est un moteur de 200 chevaux, donc vraiment faites gaffe, même si c'est un peu creux, donc il n'y a pas trop de chance de se faire très peur. Oh, le châssis, et après ça part comme une balle, c'est incroyable. Ah, cette machine elle mérite bien ses titres, tous les titres qu'elle a remportés, hein. C'est incroyable. Et là on est là bien évidemment, et on fait quoi? On descend en rapport. Oh là 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 là. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. On aime bien, hein. On aime bien ce qui se passe là, hein. On a de la chance sur Roadster TV, hein, quand même, d'essayer des bécanes comme ça. Elle suit la pensée, elle va où on veut. Très bonne machine cette ZX10R, même avec un guidon street, je dois l'avouer. Je suis toujours un peu perplexe quant à l'utilisation de ce genre d'artifice sur une moto hyper sport, même si je vous en ai expliqué les raisons. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est agréable, bordel. On va voir ici quelques petites courbes pour profiter. Ah, y aller trop vite, hein, quand même, parce qu'elles sont assez en épingle celle-là, mais oh là là, ça se place tellement naturellement. La fourche
pressurisée fait un travail tellement incroyable. C'est dingue, c'est dingue. Elle est vraiment une extension de votre volonté. La machine qui repart avec une vivacité peu commune dès lors qu'on est dans les bons régimes. Ça, par contre, il y a vraiment le mode d'emploi. Et derrière, ça se place. C'est tellement bon. Un petit peu moins naturel, je vous l'avoue, qu'avec des demi-guidons, enfin, à mon sens. Mais oh là 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 là. Oh, j'aime bien. Franchement, je peux que l'avouer, même si je suis dubitatif quant au choix du guidon droit. Je dois bien vous avouer que ce soit au niveau du moteur, que ce soit au niveau du châssis, le freinage, tout est incroyable, tout fait un travail très harmonieux. Le moteur est creux, mais c'est ce que veut ce genre de machine, donc quand vous l'achetez, vous savez pourquoi vous l'achetez. Cette ZX10R, elle fait un sacré bon boulot, et je pense qu'on va se quitter là-dessus sur la conclusion de cette vidéo. La prochaine fois, je saute le déjeuner. Cette moto est terrifiante sur tellement d'aspects. Et en fait, le guidon droit, il aide pas du tout. Parce que ça rend la position encore plus bizarre que celle d'une hypersport. Et on pourrait se dire que un truc aussi extrême n'a pas de concurrence. Vous me connaissez mieux que ça, pas vrai? Si, de la concurrence, il y en a partout. Les hypersports, il y a que ça, j'ai l'impression. Donc, je vous en ai choisi une ou deux, histoire de faire un petit comparo. Et on va rester au Japon parce que il y a des gens qui sont très énervés depuis quelques années. Il s'agit de Honda. Le constructeur japonais semblait manifestement en avoir marre d'être le dernier de la classe, tout au fond de la salle, et ils ont décidé il y a 2 ans de sortir ce missile, la Honda CBR 1000 RR RSP. Trop de R? Je suis d'accord. 217 chevaux. Ah, là il y en a pas trop! Des suspensions semi-actives, une technologie qui rendrait totalement fou un ingénieur de la NASA, et un look qui fait partie des plus belles de sa catégorie, selon mon opinion. Le prix est bien au-delà de la version standard de la ZX10R, mais si vous voulez franchir le pas supplémentaire, il est juste là. Ensuite, on s'en va en Allemagne. BMW n'est pas très connu pour rigoler avec ses machines de sport. Et la S1000RR ne fait pas exception. Alors, sur ce genre de machine, on retrouve souvent les mêmes technologies, puisque c'est ni plus ni moins que ce qu'il y a de mieux chez chaque constructeur. Néanmoins, la bavaroise a quelques options sympas, comme l'option payante du keyless et un magnifique écran TFT. Tu pourrais en prendre de la graine, toi! Mais je suis pas trop convaincu par ce nouveau look. Je préférais le regard asymétrique de l'ancienne, ça lui donnait un côté un peu boxer. Mais enfin, vous connaissez déjà l'histoire. C'est toujours l'une des reines suprêmes de la catégorie, et son prix est assez proche de celui de la Kawa. Maintenant, on rentre dans le domaine de la folie. Avant, on était juste un peu borderline sur le psychotique. Là maintenant, c'est la schizophrénie. Avec un truc tellement incroyable, tellement énervé, qu'il fait passer tout ce dont je viens de vous parler pour des jouets pour enfants. La Ducati Panigale V4R est totalement inégalable. Vous réalisez que depuis tout à l'heure, on parle d'hypersport qui sortent au maximum 217 chevaux pour 200 kg à peu près. Eh ben, vous oubliez, ce truc sort 234 chevaux avec sa ligne complète Akrapovic. Rien que ça, il y a de quoi vous filer la nausée. Mais il y a un autre côté à l'équation. Ce machin pèse 165 kg. Mais c'est même plus de la vitesse à ce stade. Il s'agit de prendre le continuum espace-temps et de le détruire en donnant naissance à un truc que j'aurais peur de conduire. Peut-être que je la conduirai un jour. Peut-être même plus tôt que ce que vous pensez. Moi je dis au cas où, abonnez-vous à la chaîne. On sait jamais. Ça peut toujours servir. Il n'y a pas grand chose à dire sur la conclusion de cette vidéo. La Kawasaki ZX10R est une des motos les plus incroyables que vous pourriez conduire dans toute votre vie. Elle a des défauts comme ce satané tableau de bord qui a été corrigé dans la nouvelle version, je le précise. Et ce guidon, je sais toujours pas quoi en penser. Certes, ça rend la machine plus vivable au quotidien. Mais est-ce qu'un engin comme ça, c'est fait pour le quotidien? Eh ben vous savez quoi? Cette question, c'est à vous d'y répondre. Et votre banquier, a priori. Cet épisode de Quick Shifter est maintenant terminé. Je serais très curieux de savoir dans les commentaires si vous seriez prêt à installer un guidon droit sur une machine comme ça pour la rendre plus vivable au quotidien, ou si vous voulez acheter une hypersport, vous vous cantonnez à la position pour laquelle elle est pensée à la base. Dites-le moi, ça m'intéresse. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette merveilleuse chaîne pour avoir accès à d'autres choses tout à fait sympathiques. Vous avez quand même pas cru qu'on était à court de surprises là, hein? Allez, en attendant, portez-vous bien, il commence à faire beau, soyez prudents sur la route, et comme dirait
tout bon ninja, Disparition instantanée.